18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Bonjour à tous, bienvenue dans Time Sport, votre émission qui vous parle de tous les sports du lundi au vendredi de 18h à 19h sur Beurre FM, beurrefm.net et bien sûr n'oubliez pas l'application sur les smartphones et tablettes pour nous écouter ou nous réécouter. Aujourd'hui un programme très football. On va parler bien sûr de l'affaire Neymar mais par le prisme de l'autre affaire dans l'affaire, celle de Jérôme Rotten et Daniel Riolo, les consultants de chez RMC. On va évoquer bien sûr, évidemment, c'est l'actu du moment, le mondial féminin en France. On parlera de l'équipe de France. Un petit mot sur l'équipe d'Espagne, entre autres, qui joue dans quelques instants. Et puis on parlera des États-Unis qui ont cartonné hier la Thaïlande, 13-0. C'est pas vraiment un record. Il y a eu mieux dans le passé. Et puis on parlera bien sûr de l'équipe de France masculine avec la grande et brillante et majestueuse victoire 4-0 sur l'éclatante équipe d'Andorre hier soir. C'était magnifique. On en reparle en fin d'émission avec évidemment le Mbappé show avec un but splendide et le record 100 buts déjà pour le tout jeune champion du monde Kylian Mbappé. Allez, go Time Sport. Time Sport. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, ravi de vous retrouver une fois encore sur l'antenne de Beurre FM pour cette émission Time Sport avec un très joli plateau qui n'est pas encore tout à fait au complet, donc on ne dit pas qu'il n'est pas là pour pas les stigmatiser comme on dit aujourd'hui. On va tout simplement déjà saluer le meilleur d'entre nous. Arrête, on dirait Juppé. En tout cas, celui qui nous apporte la sagesse, la science et la technique ibérique. Ou Iber, je sais pas comment il faut dire. Iber, Hispanique. Ibérique, hispanique en tout cas. Hispanique si tu veux. Ouais, Buenas Juan tardes. José Dorado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Et buenas tardes. Hola a todos. Comment ça va? Ça c'est le cours d'espagnol. Voilà, moi je peux plus Petit aller cours plus loin. d'espagnol. Hola, buenas tardes. Je ne peux pas aller plus loin, ma foi. J'ai arrêté l'espagnol en seconde. On avait le droit. C'est une grande erreur de ma part. J'ai arrêté. J'étais dégoûté. Pourtant j'étais bon au collège et puis je sais pas. J'ai déconné. J'ai pas pensé à l'avenir, à Lionel Messi. J'aurais pu. Non. Una mistake, comme disent les Américains. On dirait Paganelli maintenant. C'est ça. Voilà. Vous l'avez reconnu. Il est là avec nous, Simon Valachev. Comment ça va, Simon? Boa noite, moi pour faire dans le portugais, dans le brésilien et buenas tardes du coup, et je dirais même que onda parce que là je vais tirer sur l'espagnol mais côté latino. Et oui, on a du beau programme là avec la Coupe du Monde féminine, il y a bientôt la Copa América, il y a bientôt la CAN, il y a bientôt la Gold Cup. Ça moi je dis banco. Non, il y a du football quand même cette année. Ouais. Il y a du football, on va se régaler, mais on démarre les amis avec une polémique, c'est le ras-le-bol du jour. Time Sport, le ras-le-bol. Alors, l'affaire Neymar, l'affaire dans l'affaire. Jérôme Rotten, Daniel Riolo suspendus d'antenne jusqu'à nouvel ordre par la direction de RMC. Il semblerait qu'aujourd'hui ou demain, il y ait une sanction plus, plus officielle, puisque là c'est une suspension à titre, suspension à titre conservatoire, comme on dit, je crois, dans le Landerneau. Chers amis, tout le monde s'en mêle un petit peu. Là, j'ai lu récemment une déclaration d'Hervé Matou, qui travaille à la concurrence chez Canal. Là, tout le monde y va de son petit mot. Et qui nous dit, contrairement à certains protagonistes de l'émission concernée, à savoir l'After, chez RMC, je ne me place jamais en juge de mes confrères. Bien évidemment, j'ai halluciné quand j'ai entendu les propos qui ont été tenus. Ils sont extrêmement choquants. Avez-vous été extrêmement choqué par ce qui s'est passé la semaine dernière Bien sûr. Dans l'émission l'After, les propos graveleux et idiots, comme ils l'ont d'ailleurs signifié eux-mêmes. Oui, bien sûr, mais Jérôme Rotten et Daniel Riolo. Je pense qu'eux-mêmes ont bien conscience d'avoir fait une grosse boulette. Et bien sûr qu'il faut être choqué. On ne peut pas ne pas être choqué devant ce genre de dérapage. Il faut pas baisser la garde, tout simplement, devant ce genre de dérapage, que ce soit du misogynisme, de l'homophobie, du racisme, voilà. J'allais dire qualquer, on restait sur l'espagnol. N'importe quel dérapage doit être sanctionné. Alors après, on se pose la question du lynchage public.
parce que les réseaux ça sociaux, commence à ressembler un petit peu à ça. Excusez-moi, mais ça ressemble un peu à ça. Je ne me prononcerai pas sur mon avis personnel sur Daniel Riolo et Jérôme Roten, mais pour ce qui est... Tu peux donner ton avis sur cette affaire-là, sur cette blague, sur ce mauvais mot. C'est un dérapage sanctionnable et sanctionné. Après, ils se sont excusés et ils doivent, après leur sanction, reprendre l'antenne. Je ne pense pas qu'un licenciement... C'est quand même pour le retour à l'antenne. Oui, je pense que voilà. Après, il faudrait voir si ça c'est qualifiable de faute grave. Il faut tout simplement. Juan José, toi qui as un petit peu plus d'expérience que nous. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il faut remettre ça aussi dans l'après-propos. Déjà, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État, qui fait le signalement au CSA. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est pas le CSA qui a reçu. Elle a raison. Non, c'est directement Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, qui fait le signalement au CSA. C'est son travail. Déjà, RMC se doit de réagir. Bien sûr. Et pas passer sous silence ce dérapage qui, c'est vrai, n'est pas le premier, mais on est dans le style Riolo et parfois des Rotem aussi. Et puis, derrière tout ça, n'oublions pas non plus ce qui s'est passé lors de la finale de la Champions League qui a été retransmise sur BFM TV qui appartient au même groupe et qui a été mise en demeure par le CSA aussi. Donc, il fallait réagir parce que c'était la secrétaire d'État, parce qu'il y a un contentieux qui va traîner certainement, mais qui va déboucher sur une sanction pratiquement certainement pour BFM et pour le groupe. Donc, il devait réagir. Donc, il y a une histoire après les propos. Si Marlène Schiappa n'avait pas pris part à cet signalement, peut-être qu'effectivement, il se serait tout simplement excusé à l'antenne et puis ça serait passé comme une lettre à la voilà, et ça passe. Il y a raison. Il y a un après-propos. Tu peux pas laisser passer, il faut faire de ce genre de choses. Mais tu l'as déjà dit. Juste un mot avec toi, Simon, et bon, évidemment avec les autres autour de la table. Tristan qui vient d'arriver. Et Tristan qui vient. Tu me l'as enlevé de la bouche. Tu dégaines plus vite que Lucky Luke, toi, cher ami. Tristan Telfouche, mesdames et messieurs, il est là avec nous sous vos applaudissements. Ça va ? Je sais pas si ton micro marche, par contre. Ça fonctionne. On va demander à Hugo de revenir rapidement derrière la console pour qu'il t'allume le micro, je crois. Et tu auras un micro. Donc en attendant, tu vas te taire. Et je vais reprendre ma question. Sérieusement, j'ai un peu l'impression que l'After est devenu, de toute façon, je pense que c'est un fait, l'émission phare en ce qui concerne le football en France. Et que ça attise aussi un petit peu les tensions, les haines à droite à gauche, et qu'il fallait se jeter sur la première occasion pour un petit peu flinguer celui qui est devenu le journaliste phare du football en France aujourd'hui, peut-être même probablement devant même Pierre Ménès, Daniel Riolo. Fallait le flinguer. Et là, j'ai l'impression d'assister à un déferlement de haine. Il y avait dans l'équipe et puis ça, c'était de notoriété publique. Enfin, non, c'était pas de notoriété publique, mais ça se savait, comme on dit, les bruits de couloir. Daniel Riolo a beaucoup d'ennemis. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait jaser. Il a une grande gueule. Il a une grande gueule. Il avait pas forcément que des amis et des gens qui éventuellement n'attendaient qu'une chose, c'était de lui tomber sur le paletot. Et ils attendaient un dérapage. Il a dérapé. Et puis bien. Tu trouves que c'est c'est inacceptable? Mais bien sûr que c'est inacceptable. Bien sûr, on se rend bien compte quand même si c'est défendu un peu maladroitement, qu'il n'y avait aucune apologie, bien entendu, du viol là-dedans, etc. Non, réécoute tes propos, mec. Je me doute que toi, tu ne penses pas que le viol soit une bonne chose, monsieur Riolo, mais... on peut quand même lui faire crédit, ça, quand même. Mais bien sûr. Qu'il soit ni misogyne, bien sûr, ni complètement débile. Mais ses propos... C'est quelqu'un, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est écouté, c'est quelqu'un qui est influent, c'est un des journalistes les plus écoutés de France où il dans était le sport quand il parlait actuellement. Et cette blague-là, elle a cette portée-là. Donc c'est normal que la ministre responsable des égalités hommes-femmes se soit emparée du dossier et ait dénoncé ses propos et ce dérapage au CSA. Tu peux pas laisser passer ce genre de choses. Tu peux plus. En 2019, tu ne peux plus. Sans oublier non plus qu'effectivement, à côté de lui, il y a Jérôme Rotem, qui est quand même à l'international français. Qui est un consultant aussi très connu. Donc effectivement, mais là on est dans un dérapage qui arrive après d'autres, hein, parce que ceux qui écoutent l'After depuis longtemps, on sait que c'est des grands gueules,
Souvent, voilà, au-delà de ce qui peut être raisonnable, faut sanctionner sans aucun doute. Mais encore une fois, après ces propos, Marlène Schiappa, les personnalités de ces du journaliste et du consultant, les problèmes avec le CSA, il y a en tout qu'il fallait forcément réagir. Au-delà de ça, il va revenir dans quelques semaines après les vacances. Voilà, et puis il va reprendre sa grande gueule. Et c'est pas l'insulte. Hein. Non, puis il participe à l'émission des grandes gueules. Parce que c'est quelqu'un qui aime parler comme ça, qui s'exprime comme ça, que les gens écoutent, que les gens aiment. Parce que c'est vrai, il y a il aime parce qu'il y a aussi une analyse, une analyse pertinente depuis une dizaine d'années. Qui est réelle. Et donc on l'écoute depuis très longtemps et on sait que son expertise elle est bonne. Tristan, tu as recouvré l'usage de ta voix. Bah écoute, je suis quand même d'accord sur le fait que c'est tout à fait déplacé et donc étant donné que l'heure de grande audience et tout, c'est normal que ce soit sanctionné. Néanmoins, je trouve quand même que on en fait un peu trop. Je trouve que voilà, même le fait que ce soit Marlène Schiappa, même si, comme tu l'as dit Simon, c'est son travail, mais je trouve que voilà, ça a pris des proportions un peu importantes, cette affaire. Alors que, comme on dit, c'est un peu ce qui a participé au succès de l'émission de l'After, que ce soit débridé, comme ça, tu vois. Alors là, c'était pas comme ça l'After, faut dire la vérité, c'était pas. Là, c'était graveleux. C'est ce qui fait le sel de l'After. Non, le sel de l'After, les amis, ça a toujours été un franc-parler sur l'actualité du foot, sur le jeu. Je suis d'accord. Ce genre de réflexion, non. La blague est largement déplacée, c'est sûr, et on va dire que la sanction est logique. Après, voilà, je pense que... sanction, mais pas exclusion de la chaîne. À partir du moment où tu as fait une erreur, tu es sanctionné. Maintenant, il ne faut pas non plus il a tué personne. faire l'affaire d'État, quoi, je pense. Voilà. Cher ami, François-Xavier Lambert est avec nous. Salut mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Bonjour François-Xavier. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Un petit mot donc sur Daniel Riolo, que j'écoute depuis longtemps. En fait, bien sûr. Je suis quand même, tu es un afterien. Je suis pas un afterien, mais c'est vrai que c'est une émission qu'on aime bien critiquer, mais qu'on écoute tous plus ou moins, hein, surtout après les matchs. C'était une des meilleures d'un point de vue qualitatif pendant des années. Ouais, et puis bon, Daniel Riolo, je pense qu'il s'est senti tout puissant. Je pense que peut-être. Faut pas être faux cul du côté de RMC. On l'a vachement mis en valeur. On lui a donné un peu les clés. Il a pris de l'ampleur petit à petit. Puisqu'il a intégré les grandes gueules aussi. Donc il s'écrit peut-être au-dessus de tout. Et clairement, je pense qu'il a dérapé. Ça mérite une sanction légère selon moi. Ça mérite peut-être quelques semaines de suspension, voire une mise en congé. Bonnes vacances, monsieur Riolo, et puis on se retrouve au mois d'août. Il n'y a pas de grande compétition. Après, franchement, pour écouter aussi d'autres émissions de RMC, il y a des dérapages, il y en a tous les jours sur RMC. Ah ouais. En fait, il faut la mesurer, cette sanction. Voilà, il faut la mesurer de manière. Faut qu'elle arrête, quoi. Non, il ne faut pas qu'elle arrête. Il faut la mesurer, cette sanction, de manière à ce que ça fasse jurisprudence, de manière à ce que ça ne se reproduise plus ou que ça se reproduise moins. Si on fait juste une sanction et monsieur Riolo part en vacances et basta cousi et il revient, il n'y a aucun problème, oui, là c'est problématique, parce que ça n'aura servi à rien. Non, moi je ne veux pas le mettre à la porte. Il s'est déjà excusé à l'antenne. Voilà, exactement, je ne veux pas le pendre. Par contre, il faut que pour tout le reste de la corporation, ce soit un fait. On ne peut pas avoir ce genre de propos à l'antenne d'une télévision, d'une chaîne de radio. Clair, je pense qu'on a tous conscience. Presse écrite. Bah visiblement, c'est pas si sûr. En tout cas, j'ai l'impression quand même il n'y a pas non plus de dérapages réguliers sur ce type de thème, sur toutes les antennes de France et de Navarre, comme on disait à une époque. Il est allé trop loin parce que c'est le viol, mais il en était pas. Ils sont pas à leur coup d'essai niveau blague graveleuse. Hein. En tout cas, c'est une des rares à être sanctionnée pour l'instant. Ça a coupé. On avait Karim au téléphone, il nous excusera. Ça a coupé malheureusement. Les amis, je pense qu'on a à peu près fait le tour de notre affaire dans l'affaire Neymar. On sait d'ailleurs toujours pas ce qui va se passer pour Neymar. Il devrait être entendu une fois encore par la police brésilienne. Tu veux préciser, Simon ? Juste un petit mot quand même pour rappeler que donc il y a l'affaire Riolo, mais que Charlie Hebdo, qui parfois fait du bien, parfois aussi dérape complètement, ils n'ont pas non plus été très malins sur leur une de la veille, je crois. Qui est provoquant. Ils n'ont pas été terribles non plus sur ce. En même temps, c'est une tradition française de provoquer. Allez, à tout de suite, les amis dans Time Sport.
18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Allez, bienvenue en tout cas dans l'émission à ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci, 18h22 et merci d'être encore avec nous, à ceux qui nous ont écoutés précédemment pour le premier thème de l'émission. On parlait de l'affaire Riolo-Roten. On ne sait toujours pas, d'ailleurs on a vérifié il y a quelques instants, on ne sait toujours pas s'il y a suspension plus ou moins longue, on va voir. On sait qu'ils ont été reçus par le CSA aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer dans cette affaire. En tout cas, on retrouvera certainement dans quelques temps Daniel Riolo et Jérôme Roten sur les ondes de chez nos confrères de RMC, probablement, à mon avis, à la rentrée des classes. On va passer, les amis, à la suite de cette émission, à l'incroyable mais vrai. Time Sport. Incroyable mais vrai, l'équipe de France féminine de football, chez elle, dans sa Coupe du Monde, peut renverser ce soir, pourquoi pas, un mythe du football féminin. Chers amis, je vous regarde tous droit dans les yeux. On peut considérer l'équipe de Norvège comme une équipe mythique qui a quand même cartonné durant les premiers pas du football féminin officiel, les premières Coupes du Monde, début des années 90, a dominé l'Europe ensuite durant les années 2000, il faut le signaler. Je citerai le palmarès tout à l'heure. L'équipe de France peut frapper un grand coup ce soir après une belle mise en bouche face à la Corée du Sud, 4-0 il y a quelques jours. La Corée du Sud, on le signale, qui a perdu tout à l'heure face au Nigeria 2-0, donc c'est terminé pour les Sud-Coréennes. Simon, puisque tu t'es lancé un petit peu. Bien sûr que la Norvège est une grosse équipe, la Norvège, déjà, mais dans un léger creux. On rappellera le palmarès tout à l'heure. Et ils ont pas pu avoir avec eux le Ballon d'Or, Ada Hegerberg. Tu peux nous dire pourquoi ? Non, j'ai oublié. Alors je vais vous dire pourquoi. Elle a quand même, comment dirais-je, à la fois du courage, une force de caractère. Voilà, c'est ça, une force de caractère, du courage de dire je ne veux pas jouer pour la fédération norvégienne de football. Je regrette de ne pas jouer en revanche avec le maillot de la Norvège. C'est un sacrifice pour elle parce qu'elle considère que les femmes doivent recevoir les mêmes primes que les hommes. On a eu un petit peu ce débat la semaine dernière, puisque la question avait été posée à l'équipe de France féminine. Bon, il semblerait tout de même que les recettes des différentes Coupes du Monde de l'équipe masculine soient beaucoup plus importantes que l'équipe féminine. C'est la raison pour laquelle on considère encore aujourd'hui que c'est normal qu'elles ne soient pas exactement payées de la même manière. Mais elles avaient protesté, elles avaient été soutenues par l'équipe masculine. Mais voilà, en tout cas en Norvège, il y a eu protestation, il y a eu soutien. Et en attendant, il n'y a pas eu réellement d'étalonnage des primes. Et donc, Hegerberg, Ballon d'Or, récente et première Ballon d'Or, a dit « Je ne viendrai pas ». Eh bien écoute, voilà, tu m'ôtes une épine du pied. La meilleure joueuse de l'équipe. J'avais un doute là-dessus. Sans la meilleure joueuse, la meilleure joueuse du monde. Sans elle, ou une des meilleures joueuses du monde. Ça reste une des nations majeures. C'est n'importe quelle. Enfin, les grosses nations qui font l'histoire de leur sport ne cessent jamais d'exister de par leur mythologie, de par leur savoir-faire. Et quand la Norvège rentre dans une compétition comme une Coupe du Monde, même si elle n'est pas dans la meilleure décennie de sa vie, c'est la Norvège. Ça sait jouer au football depuis longtemps et ça sait aborder des compétitions internationales comme il faut le faire. Donc c'est forcément un os pour la France. Après, la France, depuis ses premiers véritables pétillements, alors il y a eu l'époque Pichon bien avant ça, mais il y a eu un gros creux entre les deux. Il y a eu une belle 4e place, si je ne m'abuse, en 2011. Et ben justement, j'avais parlé de ce premier pétillement. Le dernier mondial, c'est quart de finale. Exactement, de 2011 avec les filles de Bruno Bini et de Louisa Nessib. Depuis lors, la France souhaite véritablement devenir un cadre mondial. Et en plus, elle prétend avoir l'effectif et le talent pour le devenir. Chose que l'on voit parfois aussi avec l'équipe de Lyon, qui est quand même actuellement probablement le meilleur club au monde. Donc voilà, il est temps. Si la France veut devenir un cadre mondial,
ça passera par une victoire contre la Norvège, même si j'ai entendu qu'une victoire contre la Norvège et donc a priori une première place acquise les enverrait vers un quart de finale à peu près certain vers les États-Unis et non une finale qui serait rêvée contre les États-Unis. Il y a du calcul alors, François-Xavier, ce soir ? Non, il n'y a aucun calcul à avoir. Je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun calcul à avoir. Aucun calcul à avoir. C'est donc comme pour les hommes. Enfin, je pense pas que. Ils vont pas faire. Au deuxième match, tu peux pas calculer. Tu peux calculer au troisième éventuellement, mais pas au deuxième. Évidemment qu'il faut valider la qualif ce soir. Après, comme tu parles des États-Unis. Je voudrais rappeler aussi quand même, enfin je passe pour le rabat-joie, mais la France, il y a deux clubs pro de foot féminin, quoi. Donc ça en dit quand même long sur la. Chaque chose en son temps, te répondront les amateurs de foot féminin. Je pense pas que ce soit encore l'année où on va gagner cette compétition, même si le premier match était très bon, en tout cas, face à des Coréennes très 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 faibles, il faut le dire. Il va encore prouvé aujourd'hui. Mais clairement, face aux États-Unis, je pense qu'il y a un gap qui n'est pas encore résolu. Et j'espère me tromper, mais en tout cas. Mais ce soir, tu les sens capables de renverser cette Norvège qui n'est pas la grande Norvège d'il y a 20 ans. Un match nul pour ce soir. Tu sens le match nul. Juan José, qu'en penses-tu, toi, la Norvège avec un. Alors, on l'annonce, on l'a vu jouer contre le Nigeria avec la victoire 3-0 en 4-4-2. Il semblerait que cette fois, elle jouerait avec une seule pointe, une équipe peut-être un peu plus défensive pour peut-être concasser, condenser, contrecarrer les plans du milieu de terrain français qui a quand même de la gueule. Tiné, Henry et Le Sommer, ça, c'est pas mal. Non, la France a vraiment une grosse opportunité de remporter ces matchs aujourd'hui. Je pense qu'ils sont vraiment favoris face à la Norvège. La Norvège, c'est vrai, il a été champion du monde en 95, mais c'était en 95. On est en 2019. Effectivement, il y a eu ce creux-là. Il y a sa meilleure joueur qui n'est pas là. Donc, effectivement, la France a une carte à jouer. Je crois que les joueuses françaises ont montré l'importance du fait de jouer en France, chez elles. Il y a une âme supplémentaire dans le jeu de cette équipe de France. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, elles vont montrer pourquoi elles sont favorites pour cette Coupe du Monde. Parce qu'on peut parler de la Norvège, on aurait pu parler aussi du Brésil, qui n'a pas non plus gagné une Coupe du Monde, même s'il avait Marta dans son effectif. Elle a été considérée la meilleure joueuse au monde aussi. Donc effectivement, aujourd'hui, favorite, c'est la France. C'est à elle de démontrer dans un stade qui va être plein. Parce que, à Nice, on le rappelle ce soir. Ça va être complètement plein, un peu moins des 40 000 places, mais il va être plein ce stade, comme il était le Parc des Princes lors du match d'ouverture. Et je crois que là, l'équipe française va montrer ce qu'elle a déjà commencé à montrer face à la Corée. Petite correction, j'ai dit Le Sommer, je voulais dire Boussaglia, évidemment, milieu de terrain. Henry, Tiné, Boussaglia, ça a quand même de la gueule. Le Sommer, elle se chargera de marquer les buts, avec pourquoi pas Diani et Cascarino, peut-être en attaque ce soir. Tristan, qu'en penses-tu ? L'équipe de Norvège te fait peur. On a vu aussi deux très belles attaquantes qui ont marqué les esprits lors du match contre le Nigeria, à savoir je ne veux pas écorcher les noms. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Voilà, Caroline Graham Hansen et Guro Reiten, je ne sais pas si je prononce bien, vous me corrigez si je me trompe. Guro Reiten, je sais, voilà. Avec Juan José, on peut te parler espagnol, mais pas norvégien. Voilà, excusez-moi, moi j'ai quelques bases en suédois à cause d'Ikea, mais pas plus. Donc Tristan. Pour te répondre, non, je pense quand même que la France reste favorite pour ce match. Pour l'ensemble du contexte, en fait, c'est vrai que déjà l'année dernière, la victoire des hommes, puis la Coupe du Monde à la maison, et le fait que ces sujets, le féminisme, soient extrêmement dans l'air du temps, ça leur donne tout un supplément d'âme, le fait d'être à domicile évidemment, pour aller chercher la victoire. Ils savent que c'est vraiment une opportunité dans leur carrière importante, quoi. Tu peux pas être plus mobilisé qu'aujourd'hui quand tu es joueuse de l'équipe de France. Et il y a aussi le fait que, comme on le disait, sur les dernières compétitions, il y a quand même eu des déceptions parce que l'équipe de France espérait pouvoir rentrer dans des derniers carrés ou aller jouer des finales. Ils ont pas réussi malgré le talent. Et on le dit que même si le foot féminin en club en France c'est pas le meilleur, et encore beaucoup de progrès à faire, mais on sait qu'on a quand même deux clubs, et surtout Lyon et Paris aussi où ça joue bien, qui sont quand même des grands clubs européens. Donc il y a toutes les raisons pour que la France
au moins déjà réussissent à finir première de sa poule. La défaite ce soir éventuelle, elle pourrait faire retomber un petit peu l'engouement, l'ambiance, l'envie des supporters français de s'éclater avec cette équipe féminine. Non, je pense pas, parce qu'il y a l'air d'avoir une fête qui s'est créée autour de cet événement. Je trouve que c'est un événement qui est bercé de bienveillance, et c'est bien, et c'est très bien. Et je pense que non, ça altérera pas. Une élimination, pas forcément en poule, ça mais un peu l'engouement, en huitième, oui, peut-être. Ouais. Après une défaite contre la Norvège a fortiori. Non, je pense pas que ça tuerait encore l'engouement. Mais peut-être oui, une défaite plus loin dans la compétition. Mais ça, j'ai envie de te dire que dans n'importe quel pays hôte, de n'importe quelle compétition masculine ou féminine, à partir du moment où la sélection du pays hôte est sortie, généralement, ça retombe un peu. Rapidement sur la conférence de presse d'hier de Corinne Diacre, on l'a vu un petit peu en voie de doménéquisation. Elle a joué sur l'ironie. Constamment, à chaque question, face à tous les journalistes présents dans la salle, comme s'ils étaient tous coupables de l'avoir un petit peu critiqué sur son côté un petit peu taciturne, pas très souriante. Il faut la comprendre aussi, elle a peut-être un peu du mal. C'est sa première grande compète à elle aussi en tant que sélectionneuse. Donc, est-ce que elle devrait pas un petit peu se reprendre, elle aussi, jouer l'ouverture d'esprit et rendre un peu plus sympathique cette équipe qui est déjà en plus sympathique? C'est de la communication. C'est une mauvaise com'? Ouais, c'est de la communication. Et puis, non, voilà, je m'arrête là, c'est de la communication. Moi, avant un grand match, est-ce qu'on peut se permettre pendant une heure de répondre? Je pense que c'est pas quelqu'un qui fait vraiment dans la communication. Je pense que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Je pense que. Mais quand elle parle aux journalistes, chers amis, elle s'adresse au public français. Oui, mais donc si elle répond que des banalités ou des conneries. Tout le monde n'est pas un as de la communication comme peut l'être Didier Deschamps. Pour moi, qui est vraiment excellentissime. Oui et non. Moi, tu m'excuses, mais je reproche à Didier Deschamps de nous raconter des banalités et du coup de ne rien apprendre. Moi qui, si je peux me permettre, juste je précise et je te redonne la parole, moi qui me suis replongé dans les annales de l'équipe de France à travers les championnats d'Europe depuis les années 60, je suis tombé sur des archives d'interviews d'anciens sélectionneurs, pour n'en citer qu'un seul, Michel Hidalgo. Excuse-moi, ça parlait football, ça donnait envie. Et alors, ça donnait envie de regarder du football sans aller plus loin. Tu as raison, mais le 96, l'Euro 96, Aimé Jacquet. Au-delà de ça, Youri Djorkaeff, qui était un des joueurs phares de l'équipe, qui parlait aux journalistes, qui expliquait la tactique, qui décortiquait. On parle du sélectionneur. Oui, bon, Aimé Jacquet, c'est particulier. Il y a eu un problème à ce moment, mais c'était pas exactement à ce moment-là pour elle. Oui, mais il y a eu ce qui s'est passé avec Jacquet. Il y a une chose. Non, mais tu vois, ça fait. Mais si on s'ouvrait un peu plus, si on parlait. Ça fait 20 ans que les sélectionneurs se font défoncer. Deschamps, il a trouvé la parade. Il joue très bien avec la langue de bois. Il sait parfois copiner, puis parfois se fermer quand il faut. Pour moi, il manie très bien ça. Et on ne peut pas faire comme la NBA, comme les grands entraîneurs qui sont des monstres sacrés aussi, des maîtres tactiques incroyables dans ce sport-là, par exemple. Pour ne citer que celui-là, et parler, expliquer, parce que, je le répète, quand on parle aux journalistes, on parle au public, on parle aux gosses, et on parle aux autres qui aiment le football, qui ont envie d'entendre autre chose que des banalités. Alors à nous, peut-être journalistes, de poser les bonnes questions. Je pense. Alors bon. Et puis tu parles aussi à l'équipe. Mais j'ai le droit de rêver, c'est bon de rêver aussi. Peut-être qu'il ne veut pas donner d'infos. C'est vrai. Le secret. Non, mais c'est aussi à nous de poser les bonnes questions. C'est aussi, François-Xavier l'a dit, il a totalement raison. Même si je suis totalement d'accord avec toi, le fait que ce soit que le Hidalgo soit les années 70-80 ne soit pas un problème, il faut s'en inspirer. Mais comment dire? Mais j'ai perdu mes mots. Il faut s'inspirer de ça. T'as 20 secondes, dépêche-toi. Non, mais il faut s'inspirer du passé. Mais c'est voilà, le climat s'est tendu entre les sélectionneurs français et les médias depuis des années, et peut-être qu'elle aussi, et c'est peut-être un défaut de sa part, est rentrée dans ce jeu-là. Après, pour moi, pour jouer, il faut deux joueurs, et je pense que les journalistes sont aussi responsables de ce petit jeu. Ce sera le mot de la fin de ce thème. On parle dans quelques instants de la victoire des États-Unis hier soir. À tout de suite dans Time Sport. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Allez, on est de retour ici sur Beurre FM dans Time Sport, les amis. On est parti sur la victoire de la soirée. Time Sport, la victoire.
La victoire, les amis. États-Unis, Thaïlande, 13-0 avec Oleg Salenko. Ça rappellera des souvenirs à certains. 1994. Et oui, 5 buts dans un match. Ça, c'était une petite référence au football masculin. Mais là, c'est le foot féminin avec une buteuse, à savoir Alex Morgan, qui est une très bonne attaquante, qui a joué à Lyon, qui a marqué donc 5 buts hier soir. Est-ce qu'elle va, selon vous, battre le record de buts de Martha la brésilienne, qui est de 15 unités, chers amis, dans un même mondial? Elle pourrait, mais ce score-là, ce qui montre, c'est que le football féminin n'est pas encore arrivé à maturité. On ne pouvait pas avoir un score des 13-0 dans un mondial. C'est impensable. Ça montre. On a eu 8 buts à 1 avec le Brésil et la Chine en 2010. Non, Allemagne, Arabie Saoudite, 2002, il y a eu 8 buts, 2-0. Non, mais je veux dire par là qu'effectivement, là, c'est impensable d'avoir un score comme ça. Oui, toujours. Oui. Est-ce qu'elle peut battre? Forcément qu'elle peut le battre. Avec des équipes, parce qu'on voit, il y a un écart. Des qualités entre les équipes énormes, on l'a vu, on l'a constaté hier soir, mais ce n'est pas uniquement que la Thaïlande, il y a d'autres équipes qui sont très faibles. Le Chili d'ailleurs, c'est le prochain match pour les Américaines, c'est déjà une victime champion du monde en titre, donc c'est vraiment des matchs où il n'y a pas de match en fin de compte. Et je ne sais pas si ça aide le football féminin en fait, ce type de match. C'est le passage obligé malheureusement. Oui, mais moi j'aime mieux voir le fait que, eh bien justement, au bout de plusieurs oppositions entre anciennes, vraiment petites nations, je parle par exemple des Sud-Américaines, qui ont longtemps été des petites nations du football féminin, paradoxalement la passion qui anime le football sur ce continent, les Sud-Américaines ont fait très bonne figure. Les Argentines contre les Japonaises ont fait très bonne figure. Attends, le football féminin en Argentine. Il n'y a pas eu que des 13-0 et des 14-0. Voilà. Les Chiliennes ont fait très bonne figure contre les Hollandaises. Non, voilà. Moi, j'étais jusqu'à ce match, j'étais agréablement surpris justement du niveau des supposées petites équipes. Après, comme tu l'as dit, la Thaïlande, qui est probablement la plus petite nation de ce mondial, faut pas l'oublier. Et les Américaines étant la plus grosse, bah ouais, 13-0 quoi. Ouais. Moi je suis pas aussi alarmiste, c'est quelque chose qui est triple championne du monde. Ouais. Et les Américaines évidemment. Ta question de base était Alex Morgan, triple championne du monde et Alex Morgan quoi. Une des meilleures. Ça va être la MVP comme on dit aux États-Unis. Écoute, elle a le talent pour l'être et elle est dans l'équipe pour l'être. Alors, si elle peut le battre, ce record, oui, elle peut le battre, oui. Objectif 15 buts, on en reparle dans 15 jours, 3 semaines, c'est ça, grosso modo. Il va falloir enfiler quand même. Il va falloir en marquer. Ouais. Prochain match pour les Américaines, le Chili, ça devrait être aussi une formalité. Les Chiliennes qui ont perdu leur premier match contre la Suède, si je ne m'abuse, 2-0. En fait, je crois que les Américaines vont rentrer vraiment en compétition lors des demi-finales, mais pas avant. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre les équipes est telle qu'effectivement, elle va retrouver des grosses écuries. Ça sera en demi-finale et pas avant. Ça va être vraiment des matchs relativement faciles. Après, tout se base sur la structuration du football aux États-Unis, quand même. Il faut le préciser. Mais là, on n'a pas le temps pour en parler. Mais les Américaines, pour ça, le sport pour les femmes là-bas. Et paradoxalement, ça reste moins bien bien structuré ou moins bien financé que la MLS. Alors que la MLS, les Stripes masculins sont bien moins performants. Oui, on a dit l'espagnol pour moi. Et le portugais. Les Stripes masculins sont beaucoup moins performants que leurs homologues féminines. Eh oui, mais bon, malheureusement pour l'instant le football féminin est encore un petit peu mis de côté. Mais ça change les amis, ça change. Et elles vont toutes progresser dans le jeu et aussi dans l'évolution de leur club et de leur nation et de leur fédération respective. Le duel, c'est maintenant. Time Sport. Le duel. C'était les qualifications, le match de qualification pour le championnat d'Europe 2020. Andorre, France, les Bleus gagnent 4-0 grâce à Mbappé, Ben Yedder, Thauvin et Zouma. Ouf, on a eu chaud, les amis. Parce qu'avant le match, on avait l'impression que ça allait être très, très, très dur pour l'équipe de France, qui était vraiment mal lotie. Elle allait jouer sur des footballeurs professionnels. Vous vous rendez compte le scandale? Ils vont jouer sur un terrain synthétique. C'est un scandale. À 1000 mètres d'altitude. À 1000 mètres d'altitude. Ils étaient mal barrés. Et puis le souvenir de cette petite victoire 1-0 il y a 20 ans dans un match moisi, ça nous a fait tous peur. On a tremblé. Et puis finalement, Mbappé est revenu. Alléluia.
Il faut aussi rappeler qu'Andorre, c'est une équipe amateur, 100%. Voilà, le mec est garçon boucher, l'autre il est serveur au McDo et voilà. À peu près, c'est complètement des petites divisions. Avec tout le respect qu'on a pour eux, bravo en tout cas pour eux. Enseignement à en tirer, franchement. 4-0, ça paraît costaud comme ça, comme score, mais en réalité, ça vous paraît costaud? Non, les champions du monde. Ça paraît costaud. 4-0, quand on lit le résultat brut, on se dit bon, 4-0, bon. Après les champions, comme tu l'as rappelé, les champions du monde de 98, ils avaient mis 0. Voilà, c'est un match pour soigner le goal average. C'est pour faire du 8-0. Alors, 4-0, donc déception. après ce qui s'est passé en Turquie, moi je trouve ça décevant. Parce qu'ils ont joué 40 minutes. Ouais. Au bout des 40 minutes, 3-0, ils étaient en vacances déjà. Ouais. Et là, on se permet effectivement de faire rentrer des joueurs, Ben Yedder qui va marquer, etc. On va faire rentrer des joueurs, c'est bien. Mais en fait, le match, il n'a duré que 40 minutes pour l'équipe de France. Oui, il a duré 40 minutes. Ils se sont fait peur en Turquie. Là, ils ont eu... Voilà, c'est 40 minutes. Ils ont montré qu'ils sont champions du monde. Ils ont fait le minimum indispensable. Et ça me fait penser. Écoutez, on va essayer de tirer le positif alors de ce match-là. Il faut être positif. Ça me fait penser. Alors, attendez les amis, on va laisser parler François-Xavier qui a pas beaucoup parlé. Il faut bien le dire. Il faut dire la vérité. Ça y est, la sanction est tombée. Il arrive en retard. On va le laisser parler. J'ai purgé ma peine. Voilà. Non, je pense que je suis. Dis-nous ce que tu as trouvé de bien hier. Il y a Ndombele, Thauvin. Le turnover, voilà, des joueurs qui sont loin des titulaires, qui font leur entrée, qui marquent leur petit but. Thauvin. Qui n'a pas réussi grand-chose en équipe de France jusqu'au match contre la Bolivie où il avait été plutôt pas mal. Donc c'est ça les enseignements à tirer. Après, franchement, face à une équipe d'amateurs, 4-0 pour l'équipe de France championne du monde, je pense que c'est un entraînement. Y a rien, pour moi, c'est ni positif ni négatif. C'est un match. Je comprends même plus pourquoi ces équipes-là comme Saint-Marin, Andorre, Gibraltar participe. Parce que tout le monde a le droit de jouer au football. Non mais tout le monde. Point barre. Pour promouvoir ce magnifique sport dans ces petits pays là aussi, un petit peu comme au Qatar, c'est la raison pour laquelle qu'on fera une Coupe du Monde là-bas. C'est tellement fort d'avoir une équipe de football. Ouais. Demande aux Palestiniens. Non, je ne dis pas qu'il faut pas. Qui n'est pas encore. Je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il faut pas que Gibraltar ou Andorre aient d'équipe de football. Je dis, est-ce que c'est utile de les confronter comme ça à des équipes, à des mastodontes du foot international? Ce n'est que les respecter. J'en doute. Oui, j'en doute. Ce n'est que les respecter. Ils apprennent rien. Ils apprennent rien. Ça, par contre, c'est vrai. Alors mettre la France et l'Andorre, ça n'a pas beaucoup d'essence. C'est pour ça que la Ligue des Nations est très positive pour ça. Pas d'un match comme ça. Par contre, si elle joue face au Gibraltar, face à San Marino, face à Luxembourg, là, par contre, il y a un enjeu. On peut gagner. Et c'est pour ça que la Ligue des Nations est très bien pour ça. C'est vrai. La Ligue des Nations va apporter beaucoup. Il y a pas mal de choses à refaire, mais après, c'est la géopolitique. Ça, c'est une réalité aussi. Tristan, tu as envie de nous parler un petit peu des joueurs que tu as vus, toi, hier soir, en tout cas, Ndombele, entre autres. Tu aurais voulu quand même le voir contre la Turquie parce que tu sens que le Lyonnais aurait pu apporter quelque chose d'autre. C'est ça. Je pense que effectivement sur cet affrontement contre l'Andorre, voilà, il y avait pas match dès le début, on le savait, donc on peut quand même tirer un bilan de l'ensemble du séjour. Et donc c'est vrai qu'il y a eu cette défaite contre la Turquie. Je pense que ça peut, comme on le disait à la pause, être finalement un mal pour un bien pour une équipe qui a besoin de comprendre qu'elle va devoir reprendre à zéro à la prochaine compétition et devoir refaire tout le travail pour espérer enchaîner avec un euro, et qu'il va falloir aussi côté Didier Deschamps changer des choses, faire évoluer un peu son 11, etc. Voilà. Pour toi, les joueurs qui ont intégré le 11, pour vous, les joueurs qui ont intégré le 11 hier, sont capables d'aller bousculer les titulaires pour les grosses échéances des mois de septembre-octobre? Alors, ça dépend des cas. Si tu prends l'exemple de Mendy va bousculer Hernandez ou Digne, parce que c'était Digne contre la Turquie. Ouais, Digne, c'était ça. Ouais. Mais Digne, on se demandait pourquoi il était là, en fait. L'anglais peut bousculer. Umtiti. Il l'a déjà fait à Barcelone. Mendy peut enlever Hernandez de l'équipe ou pas? Non. On n'y croit pas dans ce cas-là. L'équipe de France, ça pourrait. Tout simplement parce que Hernandez peut jouer aussi dans l'axe, donc c'est un joueur polyvalent et tu peux effectivement, c'est un atout pour un entraîneur avoir un joueur comme Hernandez. Faut attendre côté Pavard, Dubois, le petit Dubois hier, tu l'as trouvé comment toi, Simon? Non, enfin, comment dire, c'était comme l'a dit François-Xavier, faut attendre un vrai match. C'est Andorre. Ouais, faut attendre un vrai match. Léo Dubois, ça lui fait une cape, on est content pour lui, mais tirer des enseignements de ta première cape contre Andorre, bon. Pour le coup, un Tanguy Ndombele, il aurait mérité d'avoir sa place dans le double pivot avec Pogba contre la Turquie. C'est lui plutôt à la place d'un Sissoko, même si Sissoko, ça me dérange pas qu'il soit dans le groupe et que Deschamps le garde, car il l'utilise tout le temps, il aura sûrement besoin. Guerrier.
Voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'il construit son équipe. Maintenant, des joueurs comme Ndombele, Mendy, c'est les deux exemples qui me viennent. Ils doivent apprendre aussi les automatismes avec l'équipe, etc. dans ces matchs-là. Donc voilà la petite utilité qu'a ce match. Et sur l'ensemble du stage, la défaite en Turquie, j'espère que Deschamps saura en tirer des enseignements et je pense qu'il va le faire. L'autre enseignement, c'est que l'équipe de France reprend la première place devant la Turquie et l'Islande, 9 points chacun. Ça vous fait peur le déplacement en Islande et la réception de la Turquie au mois d'octobre prochain? Le back-to-back, comme on dit. J'espère pas. Et pour moi, on le disait en off, à mon sens, cette défaite contre la Turquie est un incident qui peut arriver. Voilà, c'est des choses qui arrivent. T'étais pas dans le coup, tu t'es vu trop beau, t'as perdu 2-0 contre la Turquie, en Turquie. Bon, voilà, passons. Par contre, après, il faut pas que ça se reproduise. Donc a priori, ce match en Islande, tu vas pour le gagner. La Turquie, vas-y, FX pour conclure. À 24 équipes, 2 billets qualificatifs par groupe. Je pense que c'est une formalité pour des nations comme la France, Italie, Pays-Bas. Franchement, faut arrêter de créer un faux suspense. Pour moi, ces phases éliminatoires, elles ont pas. Mais bon, comme tu dis, faut jouer le jeu du piège respect, quand même. Il y a toujours beaucoup de nations qui ont du mal à se qualifier. 2 équipes qualificatives. Deux équipes qualificatives moins. À l'époque où il y avait les barrages, l'Espagne est déjà qualifiée pratiquement. Oui, l'Espagne, d'accord. Si c'était les Pays-Bas ou l'Italie, ils étaient où à la Coupe du Monde? Et ils étaient où pour les Pays-Bas? À l'Euro. À l'Euro aussi pour les Pays-Bas. Messieurs, c'est le mode pressing. Time Sport, le mode pressing. Et puisque Juan José Dorado nous parlait de l'Espagne, on est dans le mode pressing, on va parler de l'Espagne féminine qui est menée à la pause par l'Allemagne 1-0. 1-0. Tu voulais nous parler de l'Espagne? Juste une équipe espagnole qui fait son deuxième mondial, qui s'est brillamment qualifiée, 8 matchs et 8 victoires en qualification, qui a gagné son premier match au mondial face à l'Afrique du Sud parce qu'au Canada n'avait gagné aucun match. C'est une équipe qui est toute jeune, qui est en devenir, qui joue bien techniquement. Il y a 9 joueuses du FC Barcelone et 5 de l'Atlético de Madrid, c'est pour moi la base de l'équipe d'Espagne. Il y a même une joueuse du PSG, Irene Paredes, qui joue dans l'axe du PSG. Non, c'est une belle équipe à construire, peut-être pas pour ce mondial, mais pour le prochain mondial, c'est une équipe avec laquelle il faut compter, même si aujourd'hui, face à la numéro 2 du monde, l'Allemagne, elle perd déjà lors des premières 1-0, 42e minute. Bon, c'est pas. On va voir la deuxième. Elle sera qualifiée en tant que deuxième du groupe. Monsieur FX, 100e but pour Kylian Mbappé, 60 avec le PSG et 13, si je ne m'abuse, avec l'équipe de France. Où s'arrêtera Kylian Mbappé? Très loin, il va péter tous les records. Dans combien de temps battra-t-il le record Thierry Henry qui est de 51 buts en équipe de France? Combien de temps? Vas-y, dis-moi combien de temps? Un an, dans 2 ans. Dans combien de matchs contre Andorre? 2 ans. Il a marqué qu'un but hier. Ouais, mais t'as capté. Par contre, il ne battra pas le record de Messi. Est-ce qu'il va atteindre le record de Ronaldo, qui a marqué, je crois, déjà 88 buts en sélection nationale? C'est le record, je crois, dans le monde. Tu parles de Ronaldo, le vrai. Cristiano, autant pour moi. Cristiano Ronaldo, 88, je crois, avec l'équipe du Portugal. C'est le record dans le monde pour un joueur dans une sélection. Tout ça, on le saura dans 10-12 ans. Des choses en 12 ans, il peut s'en passer énormément. Regarde Neymar, il lui arrive beaucoup de choses. Oui, on a annoncé Neymar Ballon d'or il y a quelques années. Il lui arrive beaucoup de choses au cours de sa carrière et c'est assez compliqué. Donc oui, tout ça, on le saura dans 10-12 ans. Il peut se passer énormément de choses. Rendez-vous dans 12 ans, messieurs. Il a tout pour le faire. Ne m'aide pas. Non, tu ne m'aides pas. T'as pas envie de m'aider. Pragmatique. Non, Kylian Mbappé, il vous impressionne. Il a été remis un peu en question. Et là, il s'est remis dans le droit chemin. Mais qu'il a du feu. Comme pour Daniel Riolo, part en vacances et revient nous bien frais au mois de. Il faut qu'il revienne bien frais parce que là, ils ont joué de matchs. Il a plus de 50 matchs. C'est bon. Allez. Messieurs, je vous remercie. C'était Time Sport une fois encore. On revient demain. Merci à toi. Sur Beurre FM, bien sûr. À demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.